Chers amis, bonsoir. Je cherchais le curseur. Chers amis, bonsoir. Je suis en train de travailler sur un ouvrage au sujet des violences conjugales. Et donc, je dois poursuivre par rapport à ce que j'avais fait hier au sujet de la colère. J'ai travaillé sur la colère. La colère est un ressenti qui déborde largement des conflits dans le couple, puisqu'elle est humaine et peut présenter les pires dangers au sein de n'importe quel groupe. Elle se nourrit telle une bête immonde, non seulement en elle-même, comme en circuit fermé, par le phénomène de rumination, et d'autant plus fermée que la communication est défaillante, qu'elle se nourrit aussi devant sa jumelle, la violence, qu'elle soit verbale ou physique, d'autant plus fortement qu'elles se reconnaissent, je veux dire d'un individu à un autre, elles se nourrissent d'un individu à un autre de cette façon, et justifient, hélas, les révolutions les plus sanglantes dans l'histoire de l'humanité. Si elle est si importante à observer, c'est qu'elle est le terreau de toutes les actions les plus anodines, comme simplement une lettre manuscrite, la mieux tournée et sans insulte. Croyez-en mon expérience et demandez à mon ancienne psychiatre, vous en dira de nouvelles. Bref, comme elle peut aussi être à l'origine des pires massacres. Mais revenons non pas à nos moutons, à moins qu'il ne s'agisse d'un couple de bergers, et observons la colère au sein d'un couple ou d'un petit groupe, que ce soit en famille, en entreprise ou autre. Objectivement, nos sociétés condamnent toute forme de violence, parce que c'est vrai qu'on redevient un animal, un peu d'une certaine façon, ce qui est légitime pour préserver la bienséance autant que l'intégrité physique des individus. Mais il n'est pas superflu de comprendre pourquoi elle est aussi taboue, au-delà de ce que je viens de prétendre, je veux parler des conséquences. En effet, on peut considérer que la colère, dont on prétend à juste titre qu'elle est mauvaise conseillère, n'est que l'expression du dépassement d'un certain seuil de tolérance. Ça peut même être considéré comme une forme de définition de la colère, d'ailleurs. Si la société est en droit de condamner son expression uniquement quand l'intégrité d'autrui ou le bien public sont atteints physiquement, ou ses débordements verbaux, raison d'être de ses propos dans cet ouvrage, le fait de la condamner par essence, en tant que ressenti, profondément humain, à mes yeux sur le plan sociétal, est fortement préjudiciable, voire criminel. En effet, j'ai bien dit criminel, de façon parfaitement intentionnelle, face aux risques liés à l'intégrité physique, donc les violences physiques, dont les violences conjugales justifient qu'on sonne l'alarme. Car il y a pire, 10 fois pire qu'une saine colère clairement verbalisée. Je dis bien verbalisée. Ce sont précisément celles qui l'ont été, mais qui ont été entendues, mais non écoutées et non considérées comme elles auraient dû l'être. C'est aux politiques-là que je m'adresse. Car c'est bien le phénomène d'accumulation qui, par strates successives, finissent par former le terreau toxique des révolutions dans ce qu'elles ont d'excessive. Et ça n'est certes pas notre Révolution française qui risque de me donner tort. Revenons à notre couple. Il existe des couples qui ne se chamaillent jamais, paraît-il. J'y crois, mais c'est rare quand même. Je trouve plus salutaire, personnellement, que des chamailleries existent statistiquement, je trouve ça plus sain. En fait, dans les couples qui ne se chamaillent absolument jamais, à de rares exceptions près, souvent ça veut dire qu'il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre de façon excessive et que l'autre s'écrase tout simplement. Et moi je trouve ça glauque. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Ça n'engage que moi. Par expérience, le fait de se chamailler, comme on dit, en aucune façon ne signe le fait qu'un couple tienne la route, comme on dit, ou soit viable. Il est bon de noter d'autre part qu'aux yeux des enfants, qui souvent sont spectateurs, de simples chamailleries, à leurs yeux, peuvent leur faire peur. C'est-à-dire qu'on sous-estime toujours les répercussions, la façon dont les enfants le lisent, en fait. Et ça, c'est quand même embêtant, quoi. Les enfants voient tout, sentent tout, et de façon plus profonde encore si vous jouez la comédie, et que vous faites semblant d'aller bien ou de ne pas être contrarié. Ça ne veut pas dire qu'il faut se confier à ses enfants, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut simplement bien toujours avoir à l'esprit que si on va pas bien et qu'on cherche à le cacher de façon systématique, surtout quand c'est très profond et très grave, l'enfant le sent. Donc à qui se confier? À quelqu'un d'autre, surtout pas ses enfants, dans la mesure du possible quand même. Parce qu'il faut pas que il faut tout faire quand même pour éviter que les enfants deviennent les parents des parents, quoi, dans la mesure du possible. Ces observations, je les tiens de mes propres filles devenues adultes. Elles démontrent bien à quel point il importe de communiquer le mieux possible au sein des familles.
Bon, maintenant, je vais vous lire autre chose. J'ai rédigé il y a quelques années un article au sujet d'une association que je souhaite créer qui devrait s'appeler « Dire et faire dire ». Alors, il se trouve que j'ai fait le marché de Canteleu la semaine dernière et un monsieur du conseil municipal est venu me voir pour me dire « Mais vous savez, nous avons une association qui s'appelle… » Parce que moi, je m'inspire dans Dire et faire dire, je m'inspire de l'association Lire et faire lire. Et tout ça, ça tourne autour de la même dynamique, d'une certaine façon, dans le sens où c'est mettre en avant l'expression orale, et donc avec pour support éventuellement des livres qui sont lus, ou des articles qui sont lus, des textes quoi, ou des poèmes même, peu importe. Mais qui sont, donc c'est un travail sur la langue française. Et alors, donc, il m'a dit, mais vous savez, nous, à Canteleu, nous avons l'association Lire, comment il m'a dit, Lire et dire. Donc, je vais prendre contact avec eux parce que dès l'instant qu'on souhaite créer une association, la logique cohérente, c'est de voir s'il n'existe pas une association qui réponde à ce que vous souhaitez créer. Si jamais il existe déjà une association qui réponde à ce que vous souhaitez créer comme association, vous ne la créez pas et vous tentez de vous intégrer à celle qui existe déjà. Ensuite, il peut arriver qu'on ne soit pas intégré pour X raisons. Là, je vais entrer en contact avec eux, je vais leur expliquer mon problème et puis je vais bien voir s'ils me répondent ou pas. Voilà, mais je vous explique donc. Hein. Dire et faire dire. D'accord? Attendez, parce que c'était un peu plus haut. Le garçon, là, il mord. Ma petite Charlotte, en maternelle, commentait alors la photo de classe dans laquelle elle était scolarisée. Elle était en maternelle. Oui, selon la formule consacrée, j'en ferai un calligramme. À chaque fois que nous regardions cette photo, c'était la seule réflexion qui lui venait. Le garçon, là, il mord. Certes, à 3 ou 4 ans, nous devons être tolérants vis-à-vis d'un jeune enfant, qu'il soit fille ou garçon, devant un tel comportement vis-à-vis de ses petits camarades. Et je précise que je n'ai aucun doute sur le fait que les instituteurs faisaient leur devoir sur ce point. Il est probable que d'avoir eu envie, et j'espère que cela se fera bientôt, de créer cette association, me soit venu à cette occasion. Déjà, avec Renaud, on nous avait fait le coup des playboys des bacs à sable, qui leur feraient porter leur cartable, etc., jouer au docteur et tout. Mais si le playboy en question se met à mordre, comme on dit vulgairement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, non, non. Elle n'était pas traumatisée, je précise, mais quand même, ça revenait dès qu'on posait le regard sur la photo, quoi. Donc il y a quand même quelque chose. Je n'ai jamais su d'ailleurs si elle en avait été victime ou pas. Hein. Bref. Ça m'avait laissé songeux, je dois dire, d'observer qu'un enfant soit si démuni en langage qu'il en arrive à mordre parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. L'objectif de cette association réside dans le fait de promouvoir l'expression orale de toutes les façons possibles et imaginables. Il est tout à fait envisageable, par exemple, parce que moi, comme j'ai pas mal de baratin, donc quand il est question d'aller chercher des subventions ou des choses comme ça, par exemple, moi je suis tout à fait partante pour soutenir d'autres associations, c'est-à-dire que cette association aura aussi, ça c'est moi qui m'y engage, hein, pour vocation de servir de passerelle entre certaines structures et certaines associations, par exemple. Ou de financer quelque chose, si c'est nécessaire, du matériel ou quoi que ce soit. Ou trouver, pas des sponsors, mais des sponsors pour justement arriver à faire ce qu'on veut. Arriver toujours à comment dire, poursuivre l'objectif qu'on s'est fixé de façon le plus efficace possible. Voilà. L'objectif de cette association réside dans le fait de promouvoir l'expression orale de toutes les façons possibles et imaginables. Certains m'en diront que c'est déjà le cas dans le cas de cours de théâtre, ce qui est vrai. Mais, par définition, si toute activité artistique orale entre effectivement dans cette catégorie, le chant en fait partie d'ailleurs, et en ce sens pourront y être promus, ce qui m'interpelle et justifie mon attention sur ce sujet réside dans une prise en charge de ceux qui passent au travers des mailles du filet. Voilà. Si un enfant ou un ado, ou un adulte même, rencontre de grandes difficultés pour s'exprimer oralement, et qu'on lui conseille de s'inscrire dans une association pour l'aider sur ce point, qu'il se sent soutenu par ses parents, qu'il l'y encourage, il n'y a aucun souci, pourquoi pas. Mais le problème réside dans le fait que déjà, au moment où cette forme de handicap est détectée, parce qu'à ce niveau-là, quand on arrive à porter des coups parce qu'on n'arrive pas à parler, si vous voulez, c'est une forme de handicap. Hein. Je suis désolée, il faut quand même objectivement voir les choses
telles qu'elles sont, quoi. Mais le problème réside dans le fait que déjà au moment où cette forme de handicap est détectée, les répercussions sont déjà là. Et la souffrance qui est ressentie entrave déjà celui ou celle qui en souffre au point de ne pas oser aller s'inscrire dans une telle association. Pour éviter justement que celui ou celle qui en souffre en arrive à une telle extrémité, il faut faire un travail en amont, afin que dans les différents lieux de scolarité, selon l'âge, l'expression orale soit favorisée et développée. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre où réside vraiment le problème, je vais tout de suite vous expliquer. D'ailleurs, je vais le mettre en titre de l'article où je vais poser ma vidéo. Et même peut-être le titre de la vidéo elle-même. Imaginons un jeune couple. Dès que le ton monte, monsieur préfère porter des coups parce qu'il est incapable de se maîtriser. Incapable de gérer sa colère. Dans la mesure où il ne s'enfonce pas dans le déni. Parce que ça, c'est un autre problème, souvent, il y a ça, quoi. Dans la mesure où il ne s'enfonce pas dans le déni, ça va sans dire, et que donc, il accepte l'idée que c'est lui le problème et pas l'autre. Il n'est pas question d'aller lui dire « Écoutez, monsieur, vous allez aller prendre des cours de théâtre, ou bien pousser la chansonnette, et puis vous allez voir, tout ira mieux. » Ça ne va pas le faire. On est bien d'accord, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Nous sommes bien d'accord. Il est donc absolument indispensable de construire des passerelles qui proposent des opportunités de faire bouger ces curseurs par une forme de coaching individualisé qui seul permet de proposer différentes solutions. Donc là, je compte sur la coopération avec les psychologues, par exemple, qui prennent en charge, parce qu'il doit y avoir des hommes violents qui acceptent, qui ne sont pas dans le déni et qui veulent effectivement évoluer. Donc, je ne sais pas quel pourcentage, j'aimerais que ce soit un pourcentage assez fort, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on est là pour ça. Voilà. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que, imaginons là aujourd'hui quelqu'un autour de moi qui a ce type de problème et qui vient me voir. Moi, je ne suis rien d'officiel pour pouvoir me permettre ça. Alors que si jamais j'ai le soutien d'une association, que j'adhère à une association qui adhère à mon projet, par le biais de l'association que je vais créer, éventuellement, là, je suis crédible pour le faire, pour passer à l'acte et dire voilà ce que je vous propose. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important. C'est une façon de mettre en pratique ce que je souhaite voir mis en pratique. Ensuite, je répète donc, il est donc absolument indispensable de construire des passerelles qui proposent des opportunités de faire bouger ces curseurs par une forme de coaching individualisé qui seul permet de proposer différentes solutions. Je sais que souvent on propose à certains jeunes, notamment en banlieue, pour canaliser leur violence, de pratiquer un sport de combat. C'est une alternative tout à fait salutaire, mais qui à elle seule souvent ne suffit absolument pas, j'en suis absolument certaine, pour résoudre le problème. Car le fait d'en arriver à traduire sa colère par des coups portés traduit toujours un défaut de communication. Canaliser cette violence est salutaire. Apprendre à celui ou celle qui en souffre à la reconnaître et à la gérer en amont, lui apprenant ou réapprenant à communiquer, c'est prendre le problème à sa source afin d'éviter les récidives. Parce que vouloir résoudre ce défaut de communication via les associations déjà existantes induit systématiquement que la personne concernée ait conscience du problème, ce qui est rarement le cas. L'association Dire et Faire Dire se veut complémentaire face aux associations qui œuvrent déjà en ce sens. Je précise qu'en aucune façon il serait question de cautionner cette association uniquement dans la gestion des violences conjugales. Il s'agit au contraire d'observer le défaut de communication que connaît notre société dans son ensemble, les violences sur personne n'en étant que la partie émergée de l'iceberg. Hélas, contrairement à l'iceberg qui fond sous l'effet du réchauffement climatique, cette partie émergée de l'iceberg, elle, grossit proportionnellement à la distorsion de la communication que nous imposent les nouvelles technologies. Je fais allusion là, bien sûr, aux réseaux sociaux. Car oui, je l'affirme, et je suis bien dans la certitude pour le coup, Internet et les nouveaux moyens de communication se font au détriment de la vie réelle, dont le défaut de communication est alors le symptôme le plus criant. Ainsi, quand dans la vie réelle, par contre, les violences physiques et toute forme d'agression sur la personne explosent littéralement, c'est bien de retour dans la vie réelle dont il est question, et c'est alors par la case urgence médicale et justice qu'on doit rendre des comptes et retrouver une forme de conscience d'une cohabitation et d'une vie bien physique et bien réelle.
Alors oui, je le revendique. Dire et faire dire ambitionne d'aider aussi à cette prise de conscience et au danger que représentent les réseaux sociaux dans ce qu'ils discréditent la vie réelle au bénéfice de la vie virtuelle. Je sais pour en avoir été informé par le milieu psychiatrique que de plus en plus de citoyens rencontrent des troubles psychiatriques à cause de cette distorsion qui induit à se réfugier dans un monde virtuel par manque de courage d'affronter la vie réelle. C'est alors d'addiction dont il est question. Addiction, prendre le mal à la racine, édition Sidney Laurent. Voilà. Tout est lié en fait. C'est précisément pour cette raison, aux côtés des psychiatres, que je suis extrêmement inquiète des répercussions qui vont être induites par ce que l'on nomme le métavers.